Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En mode naturo. Je suis Maud Gabrielle, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir de retrouver de nouveau Marine Piron. Bonjour Marine. Bonjour Maud. Bonjour Marine, merci d'avoir accepté encore mon invitation. C'est vrai que la première vidéo réalisée dernièrement était tellement qualitative que j'ai souhaité t'accueillir de nouveau. Donc la dernière fois, tu nous avais parlé de syndrome prémenstruel en insistant sur justement le bon équilibre entre oestrogène et progestérone pour que le cycle féminin se passe harmonieusement. Et aujourd'hui, bah, on souhaitait proposer aux spectateurs d'avancer dans l'âge hormonal et pas que hormonal des femmes en parlant plutôt de périménopause. Donc déjà, je vais rappeler, Marine, que tu es kinésithérapeute spécialisée en technique manuelle viscérale, formée également en micronutrition et spécialisée en hormonologie. Donc c'est vrai que c'est la personne idéale pour aborder ces sujets. Alors, donc, Marine, je t'invite à nous dire un petit peu qu'est-ce que la périménopause, parce que la ménopause, on voit, mais péri, c'est donc ce qu'il y a autour. Dis-nous un petit peu la définition exacte, s'il te plaît, puis après, bah, ce qui se passe en modification hormonale. Ouais. Alors, la périménopause, c'est donc les années qui se passent avant la ménopause. Ça dure entre 2 et 10 ans, ça dépend des femmes. En fait, il faut voir l'évolution des cycles menstruels et de leur qualité comme un continuum. C'est-à-dire que, bon, on repart à l'adolescence, là, un petit zoom arrière. Adolescence, il y a la ménarche, les premières règles, et là, les cycles se mettent en place progressivement. Après, on a toute une période de vie où les cycles sont plus ou moins harmonieux. Il peut y avoir les grossesses, et tout. Et après, bah, à un certain âge, le vieillissement ovarien fait son travail et donc la qualité des cycles va petit à petit s'altérer. Et c'est ça qui fait la périménopause, la préménopause, c'est-à-dire bah, toute la dégradation, enfin, la diminution progressive de la qualité ovulatoire jusqu'à l'arrêt total des cycles qui correspond à la ménopause. Donc, certains disent qu'à partir de 35 ans, la qualité ovulatoire est en déclin. Voilà, ça fait très plaisir de l'entendre. Mais c'est souvent admis que la préménopause commence vers 45 ans. D'accord. C'est Ok. là que les femmes on commence vraiment à avoir les premiers signes. Euh, Et justement, quels sont ces signes avant de parler plus précisément ouais. des... Alors, la femme va se rendre compte que bah, déjà, ses cycles, si elle n'a pas de contraception hormonale, Hmm. hein, évidemment, ses cycles vont changer, ils vont peut-être devenir plus courts, puis plus longs. Voilà, on perd un peu cette régularité quand à la base on est régulière. Et puis, il y a souvent une augmentation bah, du fameux syndrome prémenstruel dont on a parlé la dernière fois, parce qu'avec la baisse de la qualité ovulatoire et la perturbation des rythmes des cycles, eh ben, on a la progestérone qui diminue vraiment enfin, de cycle en cycle, Hmm. et on a souvent plutôt une hyperoestrogénie. Donc, en fait, on creuse le déséquilibre œstroprogestatif. Donc tout ça, ça favorise le syndrome prémenstruel. Donc en général, les femmes se rendent compte bah, qu'elles ont plus d'irritabilité, plus de fatigue, que les règles peuvent être plus douloureuses, plus abondantes, il y a plus de ballonnements, il y a, enfin voilà, les cycles, même si avant se passait bien, la fin peut être un peu plus compliquée. D'accord, donc on peut le repérer quand le syndrome prémenstruel est un petit peu amplifié en termes Ouais, d'inconfort. Donc, et puis il y a plus on va dire, de cycle un petit peu plus tranquille. Ça va plutôt crescendo au niveau de l'inconfort, c'est ça? c'est ça, tout à D'accord. fait. Donc, et puis voilà, bah, les cycles courts, les cycles longs, les femmes ne savent plus trop où est-ce qu'elles en sont. Et en fait, et en plus, à chaque fois, d'un cycle à l'autre, en fait, le déséquilibre peut être très différent. Donc, c'est une période assez compliquée à appréhender parce qu'on ne sait jamais ce que ça va, où est-ce qu'on va en être 15 jours avant. Enfin, pardon, D'accord. 15 jours après. D'accord. Mais Et il c'est y là a que les méthodes d'observation des cycles peuvent être très pertinentes parce que du coup, ça permet de savoir bah, où on en est, si on a eu une ovulation, si on a une imprégnation oestrogénique pour pouvoir un peu anticiper
les cycles qui se mettent en... D'accord. Et donc là, c'est un déséquilibre effectivement amplifié au niveau des oestrogènes et de la progestérone, mais étant donné que le système endocrinien, toutes les glandes sont interconnectées, est-ce qu'il y a d'autres dysfonctionnements hormonaux qui sont un petit peu entraînés ou... Ah bah ça va venir interagir avec la thyroïde. Hmm. Donc c'est pour ça aussi que souvent les femmes ont une prise de poids au moment de la préménopause, parce que moins de progestérone, ça veut dire une thyroïde aussi qui est moins performante, donc diminution de l'activité des mitochondries, tout ça. Donc les femmes vont avoir tendance à stocker un petit peu plus. Au niveau abdominal, par exemple? Ouais. Ah bah Mince ça, alors. les femmes, elles le savent, hein, voilà, quand avant c'était simple de perdre 1 kilo ou deux, là c'est la lutte pour ne pas en prendre un ou deux, quoi, à cette période-là. Et puis après, pour la suite, l'activité des surrénales va jouer aussi sur la ménopause, mais ça, on en parlera après. D'accord. Et ben déjà, comment être sûr que la femme soit ménopausée? Alors, classiquement, on dit 1 an d'aménorrhée, donc 1 an sans règles. Et à la biologie, on mesure la FSH, l'hormone qui est sécrétée par l'hypophyse pour stimuler les ovaires. Et si la FSH est supérieure à 80, donc plus 1 an d'aménorrhée, là, on considère que la femme est ménopausée. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a un message, mais il n'y a plus de réponse au niveau des ovaires. Exactement. Normalement, quand tout va bien, à J3, donc au troisième jour du début du cycle, le troisième jour après le début des règles, la FSH doit être inférieure à 7. C'est-à-dire que le cerveau donne un message très modéré aux ovaires pour leur dire allez les cocottes, faites votre boulot. Et si les ovaires répondent pas très bien, et ben, la FSH va augmenter, elle va leur dire allez, on y va, jusqu'à leur crier dessus avec une FSH très très haute. C'est un petit peu, si on prend le parallèle de la thyroïde, plus la TSH elle augmente, ça veut dire que plus le corps envoie un message de besoin, de demande de Ouais, production d'hormones thyroïdiennes. Donc ça, voilà, tout est un exactement. petit peu similaire en termes de processus. Ouais. D'accord. Et là, tu nous as parlé donc des ovaires, mais quand les ovaires répondent plus, est-ce que c'est mort, on produit plus du tout d'androgènes, dis-nous? Alors, une fois que la femme est ménopausée, donc quand les ovaires sont en retraite, hein, on va dire, Hum. et qu'elles ne travaillent plus, c'est les surrénales, donc les glandes qui sont situées au-dessus des reins, qui vont continuer à sécréter des hormones, notamment des androgènes, DHEA et testostérone. Et ces androgènes vont avoir plus ou moins la possibilité d'être transformés en œstrogènes par le corps. D'accord. Déjà, donc, moi j'entends que les surrénales, il faut les chouchouter. Et qu'est-ce qui peut les perturber Mhm. d'une manière générale? Ah bah le stress chronique, hein, ça c'est quand même l'ennemi Hein. number one. Donc, en fait, voilà, si on a eu un mode de vie vraiment très stressant, qu'on a été voilà, subi du stress sur du long terme, on aura vraiment puisé et épuisé ses surrénales. Et donc, c'est ce qui peut classiquement conduire au burn-out, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais ça va jouer après sur la qualité de la ménopause, parce que si on a trop épuisé ses surrénales, une fois ménopausées, elles ne vont plus avoir la capacité de sécréter DHEA, testostérone, et donc on va se retrouver avec un no man's land d'hormones, quoi. Donc il y aura plus de testo et donc plus d'œstrogène non plus, ce qui va créer différentes problématiques. Et il y a des signes cliniques particuliers pour que on se rende compte que les ovaires et les surrénales, c'est vraiment le calme plat ou calme mort, je sais pas comment on peut dire. En fait, si une femme elle est ménopausée, donc elle a les ovaires à plat et les surrénales à plat, elle va avoir manque d'œstrogène, donc manque de libido, sécheresse vaginale, tous les troubles climatériques, donc bouffée de chaleur, sueur nocturne, manque de concentration. Fuite Qu'est-ce urinaire. Comment? Fuite urinaire. Oui, aussi. On n'en parle pas Euh, forcément, mais il faut quand même le dire que ouais, ça ouais, ouais, ouais. peut... Ouais, parce qu'on diminue la qualité musculaire. Hum. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, risque d'ostéoporose, risque cardiovasculaire, parce que les oestrogènes sont aussi un protecteur cardiovasculaire.
Et en plus, manque de testostérone, eh ben, ça veut dire qu'on manque d'entrain, de combativité, de force, de, de libido aussi. Donc voilà, ça amène quand même un climat de grande fatigue et un peu enfin, voilà, manque d'entrain, de niaque et tout. D'accord, donc en ménopause, c'est pas juste une pause de la ménarche, c'est vraiment une pause un petit peu dans la vie de la femme. Mais bah, j'espère que tu as une bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des moyens pour mieux traverser cette transition, parce que là, c'est assez déprimant. Oui, évidemment. Bah, déjà en préménopause, l'idéal, c'est, comme j'en ai parlé tout à l'heure, avec Mhm. l'observation des cycles, de suivre un peu au quotidien, savoir où on est. Et en fait, après, avec des plantes adaptées, alors en faisant attention aux contre-indications Bien sûr. médicales, hein, évidemment, mais avec des plantes adaptées, on peut venir combler les déficits, quoi. Si on sent qu'on est sur un cycle qui est très long, on n'a aucune perte vaginale, pas de glaire, donc c'est-à-dire qu'on a toute une phase d'hypoœstrogénie, donc les ovaires sont au repos, eh ben, on peut venir soutenir si besoin, enfin, si on peut, avec du houblon, de la sauge clarée ou du gémeaux de framboisier qui est plus doux, jusqu'à arriver à l'ovulation. Et après, on vient venir soutenir la progestérone en phase lutéale, hein, comme pour le syndrome prémenstruel, avec alchémie, le gâtillier, voilà, voire de la progestérone bioidentique si un médecin le permet. Et en prévention, les surrénales, on peut proposer des plantes adaptogènes, par exemple, Oui, ou... bah, l'ashwagandha, c'est quand même la plus connue. Et puis après, il y a, le magnésium est un très, très grand soutien hein, en préménopause parce que ça va venir soutenir les hormones, et lutter contre les douleurs menstruelles et aussi lutter contre le stress. Le magnésium en haute dose, c'est D'accord. une grande aide. Voilà. Et après, une fois que la femme est ménopausée, bah, en fait, selon le profil, parce il y a trois profils Mm. déterminés, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, les femmes dont les surrénales sont à plat, bon, les ovaires c'est fini, donc ils vont se retrouver plutôt en enfin manque d'œstrogène et manque de testostérone. Donc là, toujours en faisant attention aux contre-indications médicales, mais on peut venir soutenir les oestrogènes avec du houblon et soutenir pour la testostérone, voir si on peut aider avec. Là, je suis un peu Du plus. tribulus, Oui, ouais, ouais, exactement. Tu as raison, j'y pensais plus. Il y a celui-là. L'autre profil, c'est les femmes qui ont encore une activité des surrénales, donc qui vont avoir des hormones androgéniques, mais qui ne vont pas avoir la capacité de les transformer en oestrogènes. d'accord. Et pour Parce quelle que raison? bah, Mm. en fait, c'est une enzyme qui transforme la testo D'accord. en oestrogène, l'aromatase. Et par exemple, si la femme est très très mince, comme cette aromatase, elle a lieu notamment dans le tissu gras, si la femme est très mince, elle va pas avoir beaucoup de capacité de transformer la testo en oestrogène. D'accord. Donc, elle, les signes cliniques, bah, ça va être les signes de manque d'œstrogène, donc bouffée de chaleur, sueur nocturne, Mm. sécheresse, etc. Et en plus, des signes d'hyperandrogénie. Donc D'accord. là, il y a un risque d'hirsutisme, c'est-à-dire l'apparition d'une pilosité, menton, mamelon, nombril, bas du dos, Mm. et d'alopécie androgénique, c'est-à-dire perte de cheveux, typiquement liée aux androgènes, donc sur le sommet du crâne notamment. D'accord. Donc, elle, bah, ce qu'on peut faire, c'est soutenir l'aromatase et soutenir les oestrogènes de manière générale. D'accord. Et tu as des Et petites techniques? oui, bah, toujours le houblon. Et puis, pour soutenir l'aromatase, il y a le zinc. Et après, troisième profil, ce sont les femmes qui ont, elles aussi, des surrénales qui fonctionnent bien et qui ont assez de masse graisseuse pour faire une bonne aromatase. Donc, dans ce cas-là, ces femmes-là, elles ont une testostérone qui est normale et un bon profil œstrogénique. D'accord. En fait, ce sont elles qui auront, entre guillemets, le moindre de signes cliniques, parce qu'elles vont en général échapper aux sueurs nocturnes, bouffées de chaleur, sécheresse vaginale. Mais par contre, il faut se méfier des troubles métaboliques. D'accord. Voilà, Ok. donc c'est à surveiller, voir si, voilà, notamment s'il y a eu des antécédents de cancer du sein,
là, il y a aussi tout un accompagnement à faire pour voir si la femme n'est pas en hyper-œstrogénie après sa ménopause et donc si elle n'augmente pas ses risques de cancer du sein. D'accord. Et donc là, effectivement, tu as évoqué des signes cliniques ou du moins au minimum physiques, mais est-ce que c'est utile de faire des dosages au niveau hormonal ou Ah oui, est-ce oui, qu'on moi, peut se ça contenter peut, ça peut, ouais, voilà, on peut toujours, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, la FSH pour bien clarifier Oui. la Mais après, ménopause. c'était plutôt par rapport au profil justement de la Oui. femme, parce que On peut toujours mesurer encore les œstradiols, la testostérone, la SHBG qui est le transporteur de ces hormones, euh, pour voir un peu où on en est, quoi. Mais après, les d'accord. signes cliniques sont souvent très parlants quand même. D'accord. Et puis la question qui fâche ou qui réconcilie, je ne sais pas, au niveau du traitement hormonal de substitution, Ouais. ton avis? Mon avis, donc ça c'est un traitement médical, hein, donc Ouais. c'est aucunement moi qui vais le conseiller. Enfin, mais ce qu'il faut savoir pour un peu faire moins peur, c'est que ce sont des hormones bioidentiques, contrairement à Donc la il pilule. faut demander, parce que c'est peut-être pas toujours le cas, il faut en général le préciser au gynécologue. D'avoir que ce soit du bioidentique, Ouais, je crois qu'en général, pour le traitement hormonal substitutif, c'est souvent du bioidentique, hein, il me pas semble. toujours, hein, ouais. Ouais. Donc bon, bah, alors c'est plutôt se diriger vers des hormones bioidentiques parce que du coup, elles seront mieux intégrées par le corps et mieux détoxifiées. Enfin, tout ça, le corps va mieux Les les reconnaître. accepter et mieux les gérer. Voilà. Et contrairement à la pilule, c'est toujours des hormones de synthèse, donc qui peut poser des problèmes de détox. Donc Et en fait, déjà, les hormones, faut pas en avoir peur. Si c'est ouais. les mêmes que, enfin, une substitution, tout simplement, celle que le corps est plus en capacité de produire par lui-même, bah voilà, on lui apporte un petit peu ce qu'il faisait auparavant et puis qui est plus capable de produire. Non, mais c'est vrai, quand on dit hormones, tout de suite, ça peut faire peur et pas forcément, en fait. Non, non, pas forcément. Il y a même pas mal d'études qui montrent que c'est protecteur par rapport au cancer du sein, au Ouais. cancer hormonodépendant. Et puis voilà, il faut aussi se rendre compte que notre espérance de vie, elle a augmenté. Hein, c'est, je sais pas, 40, 50 dernières années. Mais l'âge de la ménopause, lui, il n'a pas beaucoup bougé. Donc en fait, les femmes vivent de plus en plus longtemps ménopausées. Euh, Même on dit maintenant que c'est un tiers de notre vie. Donc c'est quand même énorme. Donc autant prendre un maximum soin de cette phase qui est longue et puis autant en profiter le mieux possible et faire en sorte d'être en bonne santé et dans meilleure énergie, quoi. Et puis, il y a toujours des personnes qui souhaitent pas prendre d'hormones. Est-ce que au niveau phyto, on peut accompagner une ménopause avec des plantes ou est-ce que c'est pas possible? Ah bah Parce si, que, si, on peut tout à fait avec pour soutenir les œstrogènes, donc il y a le houblon, la sauge clarée. Et pour la progestérone, alors une fois que l'activité ovarienne est finie, Alchimie et Légatilier vont plus faire leur job parce que elles viennent vraiment soutenir le corps jaune, ce qui sécrète la progestérone après l'ovulation. Mais le yam est une plante intéressante qui va venir apporter de la progestérone bioidentique. Les mécanismes ne sont pas encore très très bien connus, détaillés, mais cliniquement ça fonctionne bien. Les femmes sont vraiment soulagées. d'accord. Et puis, cet accompagnement, tu le proposes sur combien d'années? Parce que si on vit 30 ans en ménopause, est-ce qu'on doit prendre ça pendant 30 ans ou dis-nous un petit peu? Bah, déjà, je pense que si on a la ménopause vers 50, 55 ans et qu'avec les plantes, ça se passe bien sur quelques années, bah, autant en profiter. Et puis, on fait des fenêtres thérapeutiques, on voit ce que ça D'accord. donne. Si le corps repart en bouffée de chaleur et tout, bah, on se dit qu'il faut encore venir soutenir, hein. Parfois, les troubles du climatéraire peuvent durer quand même très longtemps. Euh, Notamment bouffée de chaleur, parce qu'en plus, ça fait intervenir la sérotonine. Enfin, il y a d'autres mécanismes Ouais. internes qui viennent jouer. Donc, on- voilà, avec les fenêtres thérapeutiques, on voit comment le corps évolue. Et puis, si la femme est mieux avec la phytothérapie, pas autant D'accord. continuer. Ouais, parce que c'est vrai qu'en traitement hormonal, souvent les gynécos, au bout d'un moment, ils les arrêtent. Ouais. Donc c'était Peut-être qu'après le traitement hormonal, la phyto permettra prendre le relais. un accompagnement. Ouais. D'accord.
D'accord. Les Donc là, on phytos. a vu les outils phyto. Et en termes de complémentation, donc tu avais parlé du magnésium, il reste limite obligatoire, moi je dirais. Même avant, enfin tout au long de la vie. Est-ce que Ouais. tu es d'accord avec ça? Ah oui, 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 magnésium, vitamine D, c'est les grands classiques quand même. D'accord. Et puis au niveau enfin, des symptômes, oui, des inconforts, par exemple, c'est vrai qu'avec la chute hormonale, tu as parlé de risques d'ostéoporose, il peut y avoir des infections vaginales répétées. Qu'est-ce que tu peux proposer par rapport à l'ostéoporose? L'ostéoporose, vitamine D couplée avec la K2 par exemple. D'accord. Évidemment, avoir une alimentation riche et variée et bio, de local, de saison, tout ça. Et puis pour les sécheresses, prendre soin de son microbiote vaginal. Voilà, il peut y avoir des ovules qui peuvent aider. Et puis pareil, soutenir les oestrogènes parce qu'en fait, les oestrogènes viennent permettre de nourrir le microbiote vaginal, de nourrir les bonnes bactéries pour éviter justement les infections, les vaginoses, et tous les troubles euh, possibles. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut aussi lubrifier les muqueuses Ouais. si on parle d'assèchement. Donc là, on remet nos petits poissons gras ou pas? Ah bah oui, oui. Oui, et D'accord. puis bourrache, onagre, tout ça, Ouais. c'est conseillé aussi. Donc oméga 3, oméga 6, Ouais. oméga 9 avec l'huile d'olive. Voilà, on fait tout un bon panel de bons gras qu'on met D'accord. dans l'alimentation et si besoin en complément alimentaire. Et les antioxydants? Oui, ça va venir aider hein, forcément à ce que tout fonctionne mieux. Donc, une assiette colorée, des légumes crus, cuits. Et puis, si besoin, il y a des compléments aussi qui proposent des panels d'antioxydants parce qu'ils travaillent en chaîne, tout ça. Hein. Mais Donc, là, peut-être plutôt en cure, non? Parce que trop, ça, c'est pas forcément. ouais. Oui, l'idée, c'est pas de se faire 1 kilo de fruits rouges par jour non plus, mais d'en prendre avec tact, mais de manière régulière, quoi. Au Non, lieu je de- parlais en fait au niveau de compléments alimentaires d'antioxydants, que une prise trop importante sur une trop longue durée, ça peut bloquer nos propres systèmes justement en antioxydants. C'était Ouais, plutôt par rapport à ça. Donc là aussi, enfin, j'imagine comme en toute chose, faire des fenêtres thérapeutiques. ouais. D'accord, d'accord. Et ben écoute, on a appris pas mal de choses. Et pour conclure, et si tu avais trois conseils vraiment, ou peut-être même plus, hein, mais moi à retenir pour les femmes qui entrent en préménopause, et puis une fois la ménopause, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Mes 3 conseils, ce serait d'observer ces cycles pour mieux les comprendre et donc être aussi un peu plus tolérante et bienveillante avec son corps parce que c'est une phase de transition qui n'est pas forcément évidente à vivre. Mais je pense que mieux on comprend son corps et mieux on accepte cette phase. Donc déjà, c'est pas une maladie. Ah non, 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 c'est une phase de transition. On a Oui, non, eu, mais comme tout est un petit peu médicalisé, donc c'est vrai que on a l'impression que maintenant tous les changements physiologiques sont associés à des maladies réelles ou potentielles ou supposées. ouais, c'est vrai. Non, Bon. non, c'est naturel et on passe par là. Tout comme à l'adolescence, on a fait le chemin inverse, voilà, d'une montée, une amélioration des cycles. Et ben là, on fait la descente. Donc, mieux on suit son corps, mieux on le comprend et plus on accepte. Et puis, voilà, aussi psychologiquement, accepter cette transition. Pour certaines femmes, il y a vraiment un deuil à faire. Il faut autant le faire de la manière la plus simple, voilà, et encore bienveillante envers soi. Et Après, souvent, puis, ça correspond aussi à l'époque où les enfants partent du nid, entre ouais, guillemets, et c'est vrai que ça fait plusieurs choses à gérer en même temps. ouais, 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 Aussi le deuil de la maternité, donc voilà. Il y a aussi tout le contexte environnemental, familial qui ouais, est à gérer. Donc si déjà en soi-même on l'accepte, c'est vrai que c'est le ouais. cycle de la vie. Ouais, c'est un grand carrefour de vie où il y a beaucoup de choses qui viennent se mélanger. Et puis, on peut se faire aider, évidemment par la micronutrition, mais aussi, je pensais à l'acupuncture, la réflexologie,
voilà, les thérapies un peu alternatives pour aider le corps à trouver son équilibre dans cette période de transition. Pour Décidément, l'équilibre revient, il est toujours, toujours présent, l'équilibre entre les oestrogènes et la progestérone. Et là, bah, tout est redéséquilibré. Il faut trouver un nouvel équilibre. Ouais, D'accord. Donc, s'adapter à nous chaque. sommes des funambules. Exactement. Un petit peu. C'est ce qui rend la vie plus riche. Tout à fait. D'accord. Et puis, au niveau bah, des activités, toujours garder une activité physique régulière. Ah bah oui, oui, déjà parce que physiquement ça fait du bien et puis même mentalement, moralement, voilà. Il faut continuer à bouger, faire des sports qu'on aime, quels qu'ils soient, et puis profiter aussi bah, de ce corps qui évolue mais qui n'est pas bon à mettre à la poubelle, quoi. Loin de là, hein. Il est encore, D'accord. on peut encore s'en servir pour pas mal de temps. Bah, c'est sûr que si on a 30 ans, voire plus, à vivre en Mm. ménopause, donc autant mettre le paquet, entre guillemets, pour profiter de cette période, parce que c'est vrai que bah, les cycles, c'est pas toujours très agréable. Donc aussi, il y a des femmes qui peuvent le voir comme un soulagement. Donc ça, c'est Mm. apprécié différemment selon les personnes. Ouais, tout à fait. D'accord, bah écoute, merci beaucoup pour ces riches informations. Donc là, je pense on a pas mal bah, d'outils ou du moins de choses à mettre en place, savoir comment s'observer, observer d'éventuels symptômes. Et puis, bah, si on veut plus d'infos, on te contacte directement. On fait comme ça? Ouais, ça marche. Avec Merci plaisir. beaucoup, Monique. Bah, merci à toi. Donc, bah, c'est pareil, comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. Et puis, avec Marine, nous vous répondrons. Et puis, bah, je mettrai tous tes liens bah, pour que les personnes puissent te contacter directement si tu es d'accord avec ça. Tout à fait. Merci Et bah, beaucoup. super. Merci, Marine. À bientôt. À bientôt.